7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, demain vendredi, pas de changement côté ciel, le soleil brille toujours sans partage, avec des températures allant de 19 degrés au réveil à plus de 33 degrés l'après-midi. Demain vendredi 26 août, nous fêterons les Natacha, le soleil se lèvera à 6h38 pour se coucher à 20h22. Aujourd'hui sur Mosaïque, nous irons dans les coulisses de la maison Schlotterbeck à Sarreguemines. Et Marianne Gabriel recevra Daniel Collin pour parler du cinéma à Sarreguemines. Excellente journée sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Rendez-vous au 20e Salon Bio à Rohrbach-les-Beach, les 26, 27 et 28 août. Au programme, plus de 100 exposants, des conférences, des animations et samedi soir à 23h, un grand feu d'artifice. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Philippe Schlotterbeck, gérant des vêtements Schlotterbeck à Sarreguemines et Innvillers. Sur Sarreguemines, notre historique est relativement court, mais à la fois long quand même. On a démarré en 98, on a ouvert sur Sarreguemines un point de vente, on a racheté Siva. Ma grand-mère, qui est encore parmi nous et qui a 100 ans aujourd'hui, et qui donc a créé à l'époque les vêtements Schlotterbeck à Innvillers. L'idée au début, c'était une épicerie. Comme à l'époque, il n'y avait pas de prêt-à-porter encore, donc on vendait farine, huile, etc. Et tissu aussi au mètre, puisqu'il y avait un tailleur dans chaque ville, donc on a provisionné ces tailleurs avec du tissu au mètre. Et petit à petit, elle s'est orientée plus, elle a préféré vendre du tissu plutôt que de vendre de la farine et de l'huile. Elle a développé cette activité-là, et puis ça a bien pris. Et ensuite, mon père est rentré dans l'entreprise en 1973 et a fait des travaux, a donné l'ampleur au magasin d'Innvillers actuel. Et donc on a réouvert à Sarreguemines, donc en 1998. Alors le nom Schlotterbeck, c'est avant tout notre nom. C'est nous qui choisissons les produits, c'est nous qui nous impliquons, etc. C'est nous qui sommes présents aussi au sein des magasins. Mon père m'a toujours dit aussi, sur la façade tu portes ton nom, donc la sélection des produits s'opère selon nos critères et selon notre choix. Ma sœur a tout de suite dit à mes parents qu'elle n'était pas intéressée par l'entreprise familiale. J'ai travaillé un peu dans la finance, enfin dans le contrôle de gestion et puis la finance dans des groupes importants en Allemagne aussi. Et finalement, de tout temps, j'ai su que c'était ce métier-là qui me passionnait parce que
J'aime les gens, j'aime le contact avec les personnes, j'aime aussi travailler avec une équipe et j'aime ce métier de la mode aussi quelque part après. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un endroit qui est toujours agréable, avec des beaux produits, puis c'est quand même que vouloir de plus, je dirais pratiquement. Hein. C'est quand même une chance quelque part et j'en suis conscient. Le fait de pouvoir racheter à l'époque Siva sur Sarreguemines, il y a donc 17 ans, nous a permis de travailler ensemble avec mes parents et tout en étant chacun un peu chez soi. J'ai la chance d'avoir une équipe aussi qui nous a suivis depuis de longues années. Certains, on les a accompagnés jusqu'à la retraite, d'autres sont toujours encore actifs et des nouveaux se sont rajoutés. Et je crois que c'est avant tout la force de travailler ensemble, l'équipe. Je crois qu'on a quelque part la même philosophie, la même approche client et c'est ce qui nous tient. Je crois qu'avant tout, le produit naturellement nous intéresse, mais c'est avant tout le fait de travailler ensemble qui est important pour moi et pour les gens qui m'entourent. Vous savez, actuellement, il y a Internet, il y a des coachs en entreprise, etc. Nous, on a la chance de connaître notre clientèle, on essaie de la faire évoluer aussi et on essaie d'amener à cette clientèle-là, qui nous connaît aussi, ce qu'on juge être le meilleur produit ou le produit le plus adapté pour elle. Voilà un peu notre philosophie. Ma mère dit souvent, on sélectionne un peu la crème dans chaque collection que nous voyons, ce qu'on juge être le meilleur, non pas pour nous, mais pour notre clientèle, et pour nous indirectement aussi. Parfois, quand on est en collection, on voit un produit, on se dit, bah, tiens, on pense à certains de nos clients, et on leur dit, tiens, ça ou ça, ce produit-là, pourrait correspondre à un tel ou un tel. Et quand cet achat se réalise et quand on l'a enfin en magasin et quand ce client vient et quand il tombe sur ce produit-là, là je crois c'est une grande satisfaction pour nous d'avoir bien joué, d'avoir bien fait notre métier avant tout. Par exemple dans notre sélection de marques, c'était la clientèle qui est arrivée, nous disait tiens, on n'a pas envie nous d'aller dans une boutique Boss propre parce qu'on a envie d'acheter du Boss, mais on a envie d'acheter peut-être autre chose aussi. Et on veut acheter avant tout un produit qui nous convienne et qui nous aille, dans lequel on se sente bien. Et c'est avant tout notre recherche et notre quête. Donc les marques actuellement sont quand même importantes, ils nous donnent cette justification. Mais après, ce qui est important aussi et surtout, c'est de travailler avec des petits fournisseurs fabricants encore de produits. Donc des pantalonniers, c'est des vrais fabricants de pantalons. Que ce soit au niveau de la chemise, ce sont des vrais fabricants qui ne font que de la chemise. Et d'avoir encore un produit spécialiste et qui fasse vraiment son produit et qui apporte vraiment cette valeur ajoutée sans avoir forcément le prix. On cherche avant tout à avoir un beau produit. Chacun a sa patte et c'est vrai qu'on a travaillé, le fait de travailler ensemble aussi, on s'écoute beaucoup les uns les autres, on se laisse aussi beaucoup de liberté aux uns aux autres. Et c'est vrai qu'actuellement, je m'occupe principalement des achats pour l'ensemble des magasins. Mes parents, surtout ma mère essentiellement, chaque année, chaque saison, elle se remet en question, elle essaye d'appréhender, de voir ce que peut apporter la mode future, etc. En essayant de garder des bonnes coupes et des bonnes choses, elle a un regard qui est vraiment très très intéressant et qui me sidère toujours. Moi, j'essaye de travailler de consort avec eux. C'est vrai qu'on a des idées nouvelles. C'est vrai qu'une génération d'écart, ça fait quand même beaucoup de choses actuellement. Il faut amener de la nouveauté, il faut amener un peu plus de rigueur aussi parce que les temps changent. Non pas parce que mes parents n'étaient pas rigoureux, mais c'est vrai que les temps au niveau économique, ça change aussi. Et donc, il faut vraiment gérer les stocks d'une manière différente peut-être, gérer les achats aussi de manière différente et gérer l'approche client différente. Mais c'est toujours en bon échange et en bon terme avec mes parents et j'ai toujours plaisir encore à travailler avec eux. C'est sûr que c'est pas rose tous les jours. L'équipe le sait d'ailleurs, on marche beaucoup à l'affect, donc quand tout le monde va bien, on va tous bien. Quand il y en a un qui va un peu moins bien, on essaie de l'aider, de faire en sorte qu'il aille mieux. Mais je crois que quelque part, je suis ici, d'être ici, c'est énergisant et c'est là que je puise ma force, c'est là que j'arrive à être moi-même aussi quelque part. De voir les gens qui reviennent 1 an ou 6 mois ou 1 an ou 2 ans après et qui portent les produits qu'on leur a vendus. C'est pas des satisfactions énormes, mais c'est des satisfactions importantes. Et je crois que c'est ce qui nous pousse et qui nous fait continuer à travailler dans ce métier, à être nous-mêmes. C'est que les clients portent les affaires, ils sont contents, ils ont fait un bon achat, qu'on est content.
Premier client qui est arrivé, il arrive, il dit « je fais le box ». Et j'ai dit « un box ». Moi je suis alsacien d'origine, donc je ne savais pas ce que c'était. Alors, je l'ai confié à l'un de mes collaborateurs et j'ai enfin compris. Donc ici, c'est vrai que je suis un peu apatride. En Alsace, on me prend pour un Lorrain et en Lorraine, on me prend pour un Alsacien. Mais avec la grande région maintenant, je crois que c'est… enfin, on est chez nous maintenant. Et puis voilà. Voilà une petite anecdote un peu rigolote du début, sinon après c'est les anecdotes, il y en a beaucoup, c'est beaucoup de satisfaction, c'est beaucoup de travail d'équipe. Je veux dire, c'est là, on est en période de fête aussi. Je pense que chaque fin d'année, on est content d'être ensemble, d'avoir passé encore une nouvelle année ensemble, etc. avec l'équipe, avec les clients, que les clients nous font confiance encore. Je crois que c'est avant tout, il y a beaucoup d'humains chez nous. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de… c'est ce qui nous fait marcher quelque part. On habille naturellement monsieur le maire également, on habille les adjoints aussi, on habille des gens d'autres bords politiques, etc. Mais on essaie de les habiller au mieux, naturellement, bien, et puis de manière conséquente. Mon père habille aussi monsieur Richert, qui est quand même un ancien ministre, et puis il habillait à l'époque Zeller, etc. Ce sont des satisfactions, c'est vrai, d'habiller les hommes politiques, parce que il y a quand même encore le costume-cravate qui est de rigueur. Mais je dis monsieur tout le monde, on aime bien l'habiller aussi. Il y a 17 ans, on était très très habilleurs. Si vous voulez, le costume, la veste représentaient énormément encore. Une petite anecdote peut-être aussi, c'est on habillait un petit jeune, un jeune qui avait son premier emploi, donc il venait avec sa maman et qui cherchait un costume et qui me disait vraiment je veux un costume mais pas cher. Et il a ce costume et puis il passe à la caisse et puis tout d'un coup il voit un jean à côté. Il a pris 2 jeans qui étaient beaucoup plus chers que le costume. Vous voyez comme quoi c'est la valeur qu'on attache souvent aux vêtements. Moi ça m'a surpris parce qu'au départ je me suis dit bon, on a serré les prix pour le costume, etc. Et finalement, il trouve, et puis sa maman lui a payé le costume, et lui, il s'est encore acheté 2 jeans qui étaient plus chers que le costume, mais bon, il attachait plus d'importance et plus de valeur apparemment à ses jeans, et puis bon, il se sent bien. C'est des petites anecdotes comme ça, donc c'est… La mode change, les vêtements changent aussi, les habitudes aussi, et les consommateurs aussi, puis il faut être toujours à leur écoute et essayer de voir, de proposer le produit un petit peu qui puisse les satisfaire et créer le coup de cœur encore actuellement. S'il fallait dire merci à quelqu'un, naturellement je remercierais mes parents quelque part parce que c'est avant tout, on le voit, c'est un briquet, c'est avant tout une vie, mais c'est quelque part, c'est une vie. On n'est pas commerçant comme ça quelque part. C'est des métiers qui sont peut-être en perdition, mais quelque part quand on arrive à bien les faire et à essayer de les faire au mieux, de se réaliser, ça fait partie de notre vie. Et donc quelque part c'est une bonne chose. Et ouais, je les remercie. Ouais. Les centres-villes ont encore leur carte à jouer et je pense que le commerce de proximité a sa carte à jouer. Pour autant, faut-il qu'il soit encore spécifique, qu'il apporte quelque chose au client et qui colle un peu à la demande naturellement. Je crois qu'on a encore, nous, un bel avenir devant nous. C'est sûr que Internet nous prend des parts de marché assez conséquentes, c'est sûr que d'autres types de commerce nous prennent des parts de marché assez importantes, mais je pense encore, quelque part, on est souvent les oiseaux rares, malheureusement, mais je pense qu'il y a un petit revirement encore et qu'on va, tant qu'on apporte un produit différent, encore, qu'on va pouvoir avoir des belles années encore devant nous. L'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. Par contre, on va dire, il permet de rentrer dans l'abbaye. Donc, quelque part pour tourner, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est vrai qu'il faut avant tout, je pense, être en cohérence avec soi-même. Et actuellement, la mode nous le permet, ça. La mode est assez vaste et assez ample pour que chacun puisse, selon sa personnalité, s'habiller selon ses goûts et faire ressortir sa personnalité et être lui-même. Et c'est ce que je souhaite à tous les habitants et tous nos clients, naturellement. Voilà. Bienvenue chez Schlotterdijk. Il est tombé dans les bobines à l'âge de 5 ans, l'âge où il projette son premier film, et depuis, il a le cinéma dans la peau. Un amour de jeunesse que Daniel Colin n'a jamais trahi, malgré une infidélité de circonstances qui l'égare dans une carrière hospitalière de 40 ans.
Daniel Colin a le profil du passionné. Il dirige pendant une dizaine d'années le Centre national cinématographique audiovisuel de Lorquin. Il est cofondateur des archives cinématographiques de l'Est. Il a participé à la fondation de l'Institut Lumière à Lyon et il a créé 8 ciné-clubs. Daniel Colin est l'auteur de 100 ans de cinéma à Sarreguemines, un ouvrage très bien documenté qui retrace l'histoire du cinéma dans le contexte culturel singulier d'une ville frontalière. Bonjour à tous. Tout a commencé en 1897. Le cinématographe arrive à Sarreguemines en Moselle annexée. C'est un cinéma ambulant exploité par les forains de passage. Les films sont projetés dans les cafés. À mes côtés, Daniel Colin, auteur d'un ouvrage qui fera date, Les 100 ans de cinéma à Sarreguemines. Bonjour Daniel. Bonjour. Le premier cinéma à Sarreguemines était le Neues Theater, aujourd'hui le Central. Comment les Sarregueminois ont accueilli le cinéma en 1908 ? Eh bien, ils avaient déjà l'habitude du cinématographe puisqu'ils allaient dans les foires le voir une fois dans l'année, lorsqu'il y avait la grande fête annuelle. Donc, ils commencent à avoir l'habitude de l'image animée. Par contre, le fait d'être dans une salle dédiée spécialement au cinéma changeait radicalement la perception qu'on pouvait avoir d'un film. Et il est vrai qu'au début du siècle, du XXe siècle, les films étaient très courts, donc les programmes étaient composés de plusieurs dizaines de petits films. Alors qu'est-ce qu'on projetait Alors, il y avait une espèce de rituel. On commençait toujours par une scène comique qui était suivie par une scène hautement dramatique, selon ce que disaient les annonces publicitaires de l'époque, suivie elle-même d'un tableau, ils appelaient ça des Naturfilms, des paysages naturels qui étaient plus ou moins colorisés. On repassait un film comique. Il y avait, à une certaine époque, même des petites actualités qui étaient des actualités totalement reconstituées. Voilà, alors ça faisait un espèce de patchwork, il y en avait pour tous les goûts. Mais c'était du cinéma muet de toute façon. Et les projections dans les salles de cinéma, c'était aussi des films très courts. C'était des films très courts jusque un peu avant la guerre, ou la Première Guerre bien sûr, où les films devaient devenir beaucoup plus longs, 1 heure et demie même. Et on a instauré le cinéma de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec le long métrage précédé d'1 ou 2 courts métrages, parce qu'en même temps se développait le star system. Donc les acteurs et actrices devenaient des gens célèbres, donc il fallait les mettre en avant, et on ne pouvait les mettre en avant qu'à travers le long métrage. Et qui fréquentait ces salles de cinéma ? Alors c'était essentiellement un public populaire. Est-ce que vous avez bonne réputation ? Non. Pas trop. Non, pas du tout. Pas du tout. Le cinéma avait la réputation d'être un amusement à bon marché pour un... Je prends un terme péjoratif pour un peuple de bon marché qui ne pouvait voir dans le cinéma qu'un amusement assez bas, finalement. Et l'élite intellectuelle renaclée à fréquenter ces séances. Avec le temps, le cinéma se professionnalise, avec les comptoirs de location. Et à Sarreguemines, alors on compte de 1910 à 1985 6 salles de cinéma. Oui. Sans compter les cinémas paroissiaux. Oui, tout à fait. Voilà, alors chaque cinéma avait sa particularité. Oui, alors il y avait... Sarreguemines est un exemple assez intéressant parce qu'il y avait une espèce de prérogative des grandes salles qui avaient droit quasiment de vie ou de mort sur les salles qui étaient plus petites et qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des grosses productions. Ainsi, à la fin des années 20, le cinéma Eden était la salle qui dirigeait la vie culturelle cinématographique sarregueminoise. Le Central venait en second lieu. En troisième lieu, le Saalbau qui avait plutôt une vocation de salle polyvalente plutôt que cinéma. Le cinéma n'a jamais très bien marché au Saalbau. Et puis, en fait,
l'Éden était placé au centre de la ville. Donc, obligatoirement, il ramenait toute la clientèle. Au milieu des années 30, il y a eu une salle à Menkirch qui s'est déplacée rue Foch au Vox. Donc c'était le cinéma Vox qui a ouvert ses portes en 1937-1938. Et il y a eu des salles qui étaient des salles paroissiales mais commerciales, l'Excelsior, Voilà. l'Étoile, donc ce qui fait le compte. Alors, le cinéma était muet, il existait les fosses d'orchestre à l'époque, mais à partir du moment où le cinéma est devenu parlant, on peut parler de l'exception culturelle. Oui. Tant que qui ne se remarqua pas auparavant. Oui, tout à fait, tu as entièrement raison. Le problème était qu'un film muet, pour un film muet, il suffisait de changer les intertitres. Si le film était français, on mettait des intertitres en allemand, puisque tout était en allemand. Mais le public, finalement, se fichait un peu de l'origine du film. Il pouvait être en français, danois, allemand, italien, peu importe. À partir de l'arrivée du parlant, donc 1927, pour l'ensemble du globe terrestre, et à Sarreguemines en 1931, là, les choses se sont gâtées parce qu'on a vu débouler des films en langue allemande et des films allemands, donc parlés allemand, et des films étrangers, notamment des films américains, parlant allemand. Et le doublage de voix n'existait pas encore. Le doublage de voix n'existait pas. Alors, ce qui fait que certains films, comme par exemple Die Drei von der Tankstelle en allemand, devenaient Le chemin du paradis en français, avec des acteurs interchangeables, c'est-à-dire on prenait des acteurs allemands pour la version allemande, des acteurs français pour la version française. Il y avait des versions italiennes, il y avait des versions espagnoles. Ça devenait très compliqué. Le doublage a commencé en 1933-34. Hein. Et là, on s'est aperçu d'une chose, et c'est ce qui fait un peu l'exception culturelle de Sarreguemines, on s'est aperçu d'une chose, c'est que le public plébiscitait principalement le film en langue allemande, puisque le public était germanophone. Le film français avait sa place aussi, mais d'une manière assez curieuse. Il a eu pour une très mauvaise raison, c'est que Sarreguemines, dans les années 30, était une ville de garnison, et les soldats, venant de l'intérieur, ne parlaient pas un mot d'allemand. Donc c'est eux qui allaient voir, qui drainaient, c'est eux qui formaient la grande partie du public français pour voir des films français. Alors il y avait aussi ces histoires de quotas, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais la France de l'intérieur pouvait diffuser plus de films allemands qu'ici même? Oui, alors là on rentre dans la problématique de l'Alsace-Moselle qui est très particulière. Rapidement. Très rapidement, on voulait que l'Alsace-Moselle redevienne française. Non, elle l'était de cœur, mais il fallait qu'elle le devienne aussi de langage. Donc on voulait éradiquer la langue allemande et on a instauré des quotas de films allemands pour que justement le film français ait une part prédominante. Mais ça n'a jamais réellement marché. Ils allaient de toute façon en Allemagne. Ils allaient à Rheinweiler, ils faisaient 700 mètres ou 800 mètres pour aller voir le film en allemand. Au nom de la morale et de l'ordre public, des censeurs locaux sont nommés dès l'apparition des salles de cinéma pour contrôler les films avant projection et veiller à la bonne tenue des spectateurs. Écoutez. Dans un rapport de mars 1948, les censeurs se félicitent de ne pas avoir eu à intervenir pour faire cesser quelques représentations immorales. Mais ils demeurent sur leur garde. La moralité parmi les enfants ne saurait être influencée négativement par ce qui est mis sous les yeux dans ces établissements, entre parenthèses les cinémas. Il est cependant certain que les tranches de vie mûres qui y sont étalées, parfois copieusement, produisent sur la mentalité des enfants l'effet qu'un aliment indigeste peut produire sur un estomac délicat. Ils poussent le bouchon encore plus loin lorsqu'ils affirment, en tout cas, ouvrez les guillemets, en tout cas, ces films contribuent en grande partie à fausser le jugement et à désorienter la vie intérieure de ces enfants. Un certain accroissement de la criminalité juvénile en est le résultat indéniable.
Alors ces censeurs, ce sont en grande partie des notables nommés par le maire. Alors quel était leur pouvoir? Ils avaient le pouvoir de vie et de mort sur un film, tout simplement. Si le film ne leur plaisait pas, si le titre ne leur plaisait pas, si l'affiche ne leur plaisait pas, le film ne passait pas à Sarreguemines. Et ils avaient des entrées gratuites? Et ils avaient des entrées gratuites qu'ils utilisaient bien sûr larga manu avec leur famille au grand complet. Il y a une anecdote, je crois que vous citez dans le livre à un moment. C'est en fait cette anecdote qui a mis fin à la censure sarregueminoise, puisqu'en 1953, à la ressortie d'Autant n'emporte le vent, un des censeurs se pointe avec toute sa famille pour voir le film au nom de la censure locale et il est refoulé, manu militari, par la caissière qui avait eu ordre par le producteur et le distributeur de films, la Metro-Goldwyn-Mayer, de ne délivrer aucun billet de faveur. Donc, le censeur s'en est plaint au maire, le maire s'en est plaint au préfet, et le préfet a renvoyé tout le monde dans ses buts en disant qu'il y avait une censure officielle, légale, instituée depuis 1945 par le Centre national du cinéma, et celle-là seule comptait. Alors quel film a été censuré ? Alors, en 1926, il y a eu une cascade de censure. Il y a eu Veille d'armes, par exemple, et Sarreguemines a été certainement la seule ville de France à avoir censuré le film. Un peu plus près, il y a eu, en 1936, Lucrèce Borgia d'Abel Gans, parce qu'il y avait une scène de nu, enfin de nu, très chaste. Et il y a eu une affaire qui était beaucoup plus sulfureuse et beaucoup plus compliqué avec le film La Garçonne, qui parlait des problèmes liés à la drogue, au lesbianisme et à la vente d'armes. Alors ça faisait beaucoup pour la population sarregueminoise, enfin pour certains membres de la population sarregueminoise qui voyaient ça d'un très mauvais œil. Il y a eu un échange de lettres assez dur entre les censeurs qui avaient autorisé pour une fois la sortie du film et l'action catholique dans sa généralité qui elle tirait à boulet rouge sur ce film. Alors votre livre, on peut le trouver dans les librairies locales, on peut le trouver également à la médiathèque. Oui. Il est en vente aux archives ? Aux archives et en grande surface. Merci Daniel Colin d'avoir accepté cette invitation. Merci. Je rappelle que l'arrivée sur le marché des téléviseurs donnera un coup fatal au cinéma sarregueminois. Le rideau tombe définitivement avec la fermeture de l'Éden et du Central en 1985. Il faudra attendre 4 années pour voir ressurgir le 7e art dans la cité faïencière avec l'ouverture des cinémas Forum en octobre 1989. À très bientôt, entre les lignes.